Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage. Avec Les Dérangeants. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants, fièrement présenté par le réseau des CCTT, un Dans le garage bien spécial, Étienne Crevier à l'animation. Vous nous connaissez, Les Dérangeants, c'est quoi? C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec. Aujourd'hui, pour cet épisode où est-ce qu'on creuse, en fond, la transformation numérique et justement l'adoption, la digitalisation des entreprises, on a la chance d'être accompagné par deux experts du réseau des CCTT, le réseau de transfert technologique des cégeps du Québec. En fait, c'est un centre d'innovation, c'est une place, un one-stop shop qui nous permet aux entreprises, aux PME québécoises d'être accompagnées, justement, que ce soit dans nos projets technologiques, nos projets d'innovation ou carrément dans notre R&D. Et c'est vraiment le secret le mieux gardé au Québec et on est très, très fiers aux Dérangeants, dans le fond, de les compter parmi nos partenaires. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai la chance d'être accompagné de Samuel Gervais, conseiller aux communications pour le réseau des CCTT. Salut Samuel. Bonjour Étienne. Et j'ai la chance d'être accompagné de Gervais Constant, coordonnateur au groupe électronique et logiciel pour le groupe Novica, qui est associé au Cégep de l'Apocatière. Salut Gervais. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous, messieurs. Donc, comme je l'ai mentionné en introduction, sujet bien spécial, la transformation numérique dans les entreprises. C'est un sujet chaud de l'heure, ça met la table. On a souvent l'impression que la transformation numérique, c'est simplement pour les startups, pour les entreprises très logicielles, très tech, alors que c'est vraiment un bloquant pour la productivité des PME québécoises et notre compétitivité à l'international. La presse disait seulement 70% des entreprises avaient fait une stratégie de digitalisation et de transformation numérique dans leurs entreprises, mais que 30% avaient fait des actions ou mis en place quelque chose. Et donc, j'ai tendance à vous demander, messieurs, numéro 1, je vais commencer avec toi, Gervais. Qu'est-ce que la transformation numérique et la digitalisation des entreprises dans tes propres mots? Ben, la transformation numérique, c'est l'application des technologies, de l'innovation pour améliorer certains processus. Je pourrais donner un exemple. On peut avoir l'application de certaines technologies autant dans les maisons connectées, les voitures connectées ou les objets connectés, les personnes connectées. Mais pour l'industrie 4.0, la transformation numérique, le 4.0, c'est vraiment l'application des transformations numériques dans les processus industriels. Fait que on prend un tapon de technologies qu'on pourra discuter tantôt, qui sont intéressantes, donc nous, on est capable de vous aider et on les applique pour améliorer les processus des entreprises. J'ai super hâte de creuser ça en détail. Puis en fait, tu as bien résumé pour moi, l'application, c'est comme la domotique, c'est comme nos portes intelligentes, notre système d'alarme connecté à distance, c'est comme d'avoir en temps réel ce que j'ai dans mon frigidaire chez moi à domicile, mais pour mon entreprise. Donc, au lieu de connecter mon frigidaire, je vais connecter en fait ma chaîne de montage, je vais connecter mes timesheets. Puis, ce qui m'intéresse particulièrement, moi, je vais être très transparent avec vous, messieurs, aujourd'hui. Quand que le réseau des CCTT nous a contactés aux Dérangeants pour faire un partenariat, je vous connaissais de longue date, mais j'avais jamais travaillé avec le réseau. Et j'ai vraiment été surpris à quel point c'était des enveloppes budgétaires et c'était des ressources inexploitées et sous-estimées. Et je serais curieux de savoir, Samuel, parle-moi un peu du réseau des CCTT en général et comment ça que le réseau a reçu ce mandat-là du gouvernement du Québec d'accompagner des entreprises dans la transformation numérique. Donc, je serais juste curieux. Parle-moi du réseau en premier lieu. Parfait. Le réseau des CCTT, c'est 59 centres d'innovation et de recherche appliquée qui se trouvent à être un peu partout au Québec. Donc, ils ont vraiment des mandats tant d'accompagner des entreprises sur le plan régional, mais également un peu partout sur le territoire de la province. Chacun d'eux a vraiment une spécialisation très, très nichée, très, très de pointe dans un domaine de spécificité
très, très niche. Donc, tu sais, avec Solutions Novica, là, on touche vraiment aux technologies physiques. Mais on peut penser au bioalimentaire, on peut penser à tout ce qui est transition La liste est énergétique. sur le site web, puis ça va Très de large. l'aérospatial, l'agriculture, l'agro, le commerce de détail, commerce de gros. Je pense qu'il n'y a pas un secteur d'activité commerciale qui est pas couvert ou qui est pas, dans le fond, qu'on n'a pas un expert dans le réseau des CCTT, là. Exact, exact. Puis pour revenir un peu aussi à ta question initiale, dans le cadre de l'offensive de transformation numérique du ministère de l'Innovation et de l'Énergie, le MEIE, on a eu une enveloppe, nous, au sein du réseau, pour accompagner plusieurs entreprises, donc autour de 600 entreprises dans leur transformation numérique. Et Solutions Novica là, est un de nos centres là, forts à l'intérieur de ce programme-là. Ben, puis félicitations, en fait, c'est vraiment des belles lettres de noblesse. Moi, de mon côté, ça m'avait quand même surpris pour la petite histoire. Dans le temps de Biogénique, mon entreprise, on avait été contacté par Transbiotech, dans le fond, qui est le CCTT associé au Cégep de Lévis, si je me trompe pas. Exactement. C'est bien ça? Oui. Puis Transbiotech, en fait, ça le dit dans le mot, c'est un CCTT en biotechnologie, mais j'avais été visiter, en fait, pour moi, j'étais comme, bon, il y a des laboratoires dans un cégep, c'est cute, ils vont peut-être pouvoir faire quelques analyses pour nous, mais tu sais, ça peut pas battre l'Université de Montréal ou autre. Et quand j'avais été visiter, j'étais vraiment tombé sous le cul à quel point les installations sont vraiment de qualité mondiale, là. Ils pouvaient faire de A à Z toutes les expériences, toute la validation clinique pour nous. Ils étaient même capables, et l'équipe, dans le fond, de Transbiotech, qui est associée au Cégep de Lévis, il y a des professeurs temps plein qui disaient « Non, mais nous, on a 10, 15, 20 idées pour vous qu'on pourrait mettre en place et on s'occupe de tout de A à Z. » Ça m'avait vraiment marqué à quel point est-ce que c'était un service clé en main et qu'il y avait en même temps du matching de fonds que si l'entreprise privée amenait un peu d'eau au moulin, en fait, le CCTT s'occupait d'aller faire du matching de fonds publics, là. C'est exactement ça, là. Donc, tu sais, ils sont spécialisés vraiment dans l'accompagnement d'entreprises, puis l'accompagnement d'organisations sur le territoire pour vraiment être capable de faire le petit pas de plus souvent en recherche et innovation que souvent qu'une entreprise a besoin de faire pour aller plus loin. Donc je vais passer à mon tour les lettres de noblesse à Transbiotech. Mais écoute, toi, Samuel, ça fait combien de temps que tu travailles pour le réseau? Ça va faire un petit peu plus là, de 2 ans là, que je suis là à m'occuper des relations publiques. Ouais. Génial. Puis toi, Gervais, chez le groupe Novica, ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans cette année. Ils viennent de me fêter mon 20 ans, là, justement. Là. Mais mon Dieu, c'est qu'ils sont chanceux de t'avoir. Ta formation initialement, c'est en quoi, dis-moi, Gervais? Ben moi, j'ai fait génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Okay. Puis après, puis je suis tombé dans les années où c'était plus difficile, mettons, de se trouver des emplois. Là. Le bug de l'an 2000 venait de finir avec Nortel qui venait de faire faillite. Fait que j'ai eu la chance de revenir dans le coin de la Pocatière chez mes parents et rencontrer le directeur de chez Solutions Novica, qui dans le temps, c'était le centre spécialisé de transfert. C'est quoi le nom? Samuel? Je me rappelle pas. CSTPQ. Il était dur à faire. C'est pour ça qu'on a changé pour Solutions Novica. Peu plus sexy, je te confirme. Plus sexy. Fait que c'est bien. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur à ce moment-là. Et il n'y avait pas de poste. Il m'a rappelé quelques moments après. J'ai rentré comme simple programmeur. J'ai évolué comme ingénieur en informatique. Après, j'ai eu la chance de tomber sur un projet où c'est que l'électronique était finie. Fait que demi-chargé de projet au niveau informatique, chargé de projet et maintenant coordonnateur du groupe électronique logiciel. C'est un petit peu mon background au niveau de mon évolution chez Solutions Novica. Puis, en fait, pour mettre la table, en fait, Solutions Novica, c'est vraiment à l'intérieur du Cégep de la Pocatière. C'est on pourrait dire ça, une entreprise, une parapublique, donc qui fait vraiment partie du Cégep, mais l'équipe travaille au développement de produits, l'amélioration de procédés avec les industries, là. C'est pas, il y a rien d'académique à Solutions Novica, si on veut. Si on peut dire, en fait. Ben, en réalité, si on prend Solutions Novica, de dire qu'on est à l'intérieur, on est sorti du Cégep de la Pocatière. On est toujours en lien, en collaboration avec le Cégep de la Pocatière, mais on est rendu 62 employés. 62 employés, oui. Fait qu'on n'a pas eu le choix de bâtir on a notre propre
immeubles dans le parc industriel. On est en lien toujours avec le Cégep de la Pocatière. Moi, je suis le conseil d'administration aussi. On a une bonne équipe, on travaille en collaboration. On va engager des stagiaires, on va avoir des professeurs qui vont tout le temps être dans nos projets en fonction des projets, pas toujours, j'exagère pas tout le temps, mais certains types de projets où c'est qu'on va avoir des professeurs. T'sais, on a une équipe multidisciplinaire technologie physique, fait que c'est de l'application de la physique, comme tu dis. Contrairement aux universités, on va appliquer des phénomènes. Fait qu'on peut directement, du tangible qu'on peut appliquer dans les entreprises donc, moins en dans ce la moment. recherche fondamentale, Oui. vraiment l'application carrément Ouais, c'est tangible. Là. Puis c'est ça. Chez Solutions Novica, on a 3 départements technologiques. C'est mécanique automatisation. On a de la physique appliquée. C'est le cœur de nos recherches, la physique. Puis on a un département de électronique logicielle. Et on est soutenu par un département aussi administratif qui va nous aider pour les contrats puis toutes ces choses-là. Fait que c'est une bonne, très, très bonne équipe de travail pour réaliser différents types de projets, là. Il y a 62 employés. À quel point est-ce que justement les gens du Cégep de la Pocatière, les professeurs, les étudiants sont impliqués dans Solutions Novica? Ben, je pourrais mentionner, on parle de dégrèvement de professeurs. Il y a certains professeurs, même on a un professeur en ce moment qui il travaille, je sais pas, je pense que c'est moitié-moitié. Il est professeur au Cégep de la Pocatière et il participe sur des projets en continu. Et régulièrement, certains types de projets, certains types de subventions pour avoir un impact sur académique, justement, on a un impact sur pour l'académie, l'évolution de notre futur, de notre relève, on va intégrer régulièrement des professeurs dans différents domaines dans nos projets. Puis on va intégrer aussi des stagiaires, des étudiants. On va aussi chercher des capacités, mettons, académiques qui vont être plus universitaires pour certains types de projets. Fait qu'ils sont tout le temps impliqués en permanence. J'aurais pas les chiffres, je pourrais les sortir, mais l'implication en termes d'heures des étudiants, c'est quand même beaucoup. C'est carrément intégré dans le modèle d'affaires. Puis on y reviendra un peu plus parce que je veux vraiment creuser ce point-là. Mais pour moi, Solutions Novica, c'est un cas intéressant justement d'une escouade numérique qu'on va dire qui a été leveragée à partir des installations qu'on a publiques au Québec justement qui sont celles des cégeps et que ça a donné vraiment un centre d'expertise des services incroyables pour les PME québécoises. Samuel, j'aimerais juste t'entendre. L'escouade numérique, c'est une partie très importante. C'est une grosse enveloppe pour le réseau des CCTT, mais ce n'est pas la seule. Il y a, si je ne m'abuse, une escouade en énergie, bioalimentaire, en ressources forestières. Il y a d'autres centres d'expertise à l'intérieur des réseaux des CCTT. Exact. Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec les différents centres. On a comme pour se dire l'angle de dire qu'ensemble, ils sont beaucoup plus forts. On a beaucoup la métaphore du mammouth. Si on recule à l'époque préhistorique, tu sais, un seul petit villageois contre un gros éléphant, ça arrivait pas à faire grand-chose, mais quand ils sont 14, 15 contre le même gros mammouth, contre le même gros défi de société, on est capable de l'adresser de manière multifacette. Puis c'est la même chose quand on parle de transformation numérique ou encore de transition énergétique. Il faudrait être un peu bête de penser qu'un seul centre peut arriver avec toutes les solutions. Il y a comme un angle de dire, bon ben moi j'agis à telle étape de la chaîne de valeur, puis toi tu vas agir à telle autre étape de la chaîne de valeur de notre produit fini. Puis ensemble, on va être capable de vraiment avoir une vue d'ensemble pour s'assurer que le processus d'innovation arrive à son terme. C'est l'angle principal des escouades. Ben en fait, tu mets la table carrément pour dire, j'aime beaucoup l'analogie du mammouth parce que ça peut être un éléphant, ça peut être carrément un problème. En business, on va appeler ça les Big, Hairy, Audacious Goals, les BHAG. Et un de ces BHAG-là qu'on a au Québec, c'est la transformation numérique de nos entreprises. On en a parlé un peu plus tôt en épisode. Novica fait partie des solutions, mais si on met la table pour c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on attaque autant de front la transformation numérique? Puis j'ai sorti dans ma préparation d'épisode quelques statistiques qui m'ont carrément jeté à terre parce que on l'oublie, mais les petites entreprises, pas la petite moyenne, là, donc petite entreprise, on parle de moins de 15 employés, ça représente 68% de la main-d'œuvre du secteur privé. Donc, on exclut, par exemple, le gouvernement fédéral, provincial, on exclut les parapublics de ce monde. 68% du monde travaille dans des petites entreprises au Canada. Et
c'était ultimement moins de 15% de ces entreprises-là qui avaient entamé une stratégie de transformation numérique pour être capables, dans le fond, de faire face aux défis du 21e siècle. La transformation numérique, ça a été identifié pouvant augmenter la productivité des entreprises de 20 à 30%. Et c'est les entreprises qui font de la transformation numérique, c'est 2,3 fois plus de chances d'avoir une croissance stable et durable une fois qu'ils ont entamé leur transformation. Alors, messieurs, je serais curieux de vous entendre. Je vais commencer avec toi, Gervais. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Pourquoi ne pas? Je pense que ici, au Québec, on va beaucoup regarder qu'est-ce qui va se faire à l'extérieur. Je pense qu'en Europe, ils ont beaucoup commencé avant. Mais pour donner un exemple, la transformation numérique, moi, j'ai fait des projets d'IoT avant que le mot IoT existe. L'Internet des objets. L'Internet des objets. 7 ans avant que ça existe, on en faisait ici ces solutions Novica. Je pense que c'est le manque de main-d'œuvre. Et il y a eu peut-être le COVID aussi. Là. Je vais lancer quelque chose comme ça. Le COVID a amené beaucoup de monde à retourner à la maison. Et retourner à la maison, il y a beaucoup les nouvelles générations. Les nouvelles générations, ils vont beaucoup, tu sais, YouTube de ce monde. Ben, c'est des personnes qui ne travaillent pas dans nos industries. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur YouTube, qui vont se faire de l'argent sur YouTube. Ça, je dis ça comme ça. Mais il y a un manque de main-d'œuvre. Il y a l'âge de la population. Ça fait qu'il y a un manque croissant de main-d'œuvre. Et si on part de... Ben, c'est un bon point que tu as parce que pénurie de main-d'œuvre, c'est que tu n'as pas le temps d'attaquer ta stratégie. Oui. Si tu dis, je suis en train de courir après ma queue, je suis même pas capable de livrer les contrats qui rentrent. Pourquoi est-ce que je mettrais 1 heure de mon temps ou un iota d'énergie à transformer ma business? Si ma business roule déjà, puis je suis même pas capable de subvenir au contrat. Ben, oui, je suis d'accord avec toi. Tout le monde est concentré sur la production, puis il faut produire. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont penser à long terme dans 5 ans, parce que si tu automatises, tu as besoin de moins de personnes à l'interne. Et ce qui est critique aussi, c'est que le départ des personnes, ben, il va être moins critique. Si on automatise, on analyse nos processus comme il faut, une personne qui quitte, on est moins dépendant des gens. Puis je pense que c'est une réalité aussi, tu sais, on vit l'inflation, on vit la surconsommation. Le monde, je sais pas si le monde a vraiment plus d'argent, fait qu'il y a une demande croissante au niveau des produits. Ce qui fait que mettons, les entreprises ont besoin de plus produire, les entreprises ont besoin de plus ça. Puis c'est une roue qui vire. Puis au Québec, moi dans je suis un auditeur 4.0, un ancien, j'ai fait des audits 4.0. J'avais à peu près une quinzaine d'entreprises. 4.0, juste pour les auditeurs, dans les entreprises, c'est que tu rentres et tu analyses des processus de fond en comble, mais pas juste les processus, comment on pourrait dire ça, de chaîne de montage. 4.0, c'est que tu vas creuser beaucoup plus en détail. Parle-nous-en un peu. Qu'est-ce que ça implique, un 4.0? Ben, un audit 4.0, c'est la première chose. Oui, ça implique n'importe quel type de processus, mais dans l'ordre, qu'est-ce que je faisais au niveau d'un audit 4.0? Tout part du plan stratégique de l'entreprise. Si le plan stratégique de l'entreprise n'est pas conçu comme il faut, en entreprise n'a pas de vision, n'a pas de mission, puis n'a pas de valeur. À la base, toute analyse 4.0 va partir de là. Puis après ça, va découler l'analyse des processus, l'implication des ressources à l'interne. Après ça, on va avoir la gestion des risques, les sécurités. Je mets ça rapidement, mais c'est le processus pour te rendre à prioriser les processus, trouver les bons partenaires. J'ai envoyé beaucoup de stocks comme ça, mais c'est ça qui va arriver. Puis après ça, établir un plan stratégique, mais numérique, plus numérique pour prioriser. Fait que c'est ça que ça amène. Puis moi, j'en ai fait une quinzaine. J'ai eu des entreprises qui les ont appliquées. J'ai eu des entreprises qui s'en ont juste inspiré puis qui ont eu des bons résultats. J'ai eu des entreprises où je n'ai pas entendu parler, mais ça aide. C'est un élément déclencheur pour les dirigeants à dire il y a de quoi à faire pour améliorer nos processus. Puis ça s'applique autant, comme tu dis, les processus qui sont pour la production, puis autant les feuilles, les coûts de revient, la feuille de temps, toutes ces affaires autant au niveau administratif. Et pour toujours mettre la table, en fait, sur la raison de la transformation numérique comme étant un facteur de succès pour les entreprises, moi, ça m'avait marqué de me rendre compte que quand tu poses la question à monsieur, madame, tout le monde, à la population générale, puis Gervais, tu l'as mentionné aussi rapidement, 100% des jeunes de moins de 26 ans trouvent qu'une transformation numérique, une digitalisation, ça fait partie
des tâches quotidiennes. C'est normal de faire ça. 100% des moins de 26 ans disent qu'une transformation numérique, c'est la clé. Mais quand tu poses la question aux plus de 60 ans, c'est 57% seulement. Ben, en fait, seulement, c'est quand même plus que la moitié, mais on voit qu'il y a un certain disconnect par rapport à une génération plus baby boomer qui disent, bah, c'est pas obligé, hein, tu sais, comme, il en reste peut-être moins devant que derrière, donc pourquoi je me taperais ça? Est-ce que cette statistique-là vous surprend, messieurs? Tu sais, toi, Gervais, de ton expérience, ça fait 20 ans que tu es dans le secteur. Trouves-tu que les baby boomers adoptent moins la transformation numérique? Ben, je dirais que c'est plus une méconnaissance, peut-être, moins que des technologies. Tu sais, les plus jeunes, ils sont branchés sur Internet, ils sont branchés sur le téléphone. Ils ont une idée de c'est quoi de la réalité augmentée parce qu'ils jouent au PlayStation. Ils ont une idée de c'est quoi de l'automatisation des robots, puis ils en ont pas Ils peur. sont nés dedans, là, ça Ils fait sont nés partie. dedans, ils aiment ça. Les personnes, oui, les bébés boomers sont plus vieux, ils ont moins de temps devant eux. Mais, tu sais, il faut qu'ils lèguent quelque chose. Il faut avoir certains baby boomers qui ils vont vouloir léguer une belle entreprise, avoir une belle image. Fait qu'ils vont former le relève pour être capable de faire la transformation numérique. Ce que je vois souvent, c'est que les entrepreneurs qui sont plus vieux n'ont pas les capacités peut-être de comprendre. C'est pas vrai qu'est-ce que je dis. Ils ont la capacité de comprendre, mais ils vont avoir des personnes sous leur aile qui vont être capables de faire la transformation numérique. Ben, Mais je c'est sûr pense qu'il y a automatiquement les vieilles pantoufles qui oui, rentrent en ligne de compte, là. oui, ça c'est sûr. C'est sûr à 100%. Mais ils vont s'apercevoir qu'ils n'auront pas le choix de faire la transformation numérique. Mais il y a aussi, il faut faire attention. Oui, j'aime la transformation numérique, mais faut pas faire la transformation numérique pour rien. Tu sais, dans les formations que j'avais ou les lectures que je fais, ils vont dire, faut pas que tu fasses une transformation numérique pour un show, juste parce que le voisin il le fait ou parce que c'est beau. Faut que tu fasses une transformation numérique parce que ton entreprise en a besoin. Fait que peut-être certaines personnes qui n'ont pas besoin de transformation numérique. Mais oui, il y en a, la majorité du monde vont en avoir besoin d'une transformation numérique. Donc, ça passe par une analyse avant toute Oui, chose. Une oui, transformation numérique, ce n'est pas à tout acabit. Il faut vraiment se poser la question de où est-ce que ça s'insère dans ma stratégie globale d'entreprise, quand est-ce que je le fais, est-ce que c'est le bon moment de le faire. oui, Mais, tu sais, les avantages sont tangibles, là. Tu sais, c'est productivité, oui. meilleur rendement, moins de main-d'œuvre, simplification, standardisation. Il y a pas de downside proprement Non. dit à avoir une transformation numérique, si je me trompe pas, Gervais. Oui et non. Je vais être d'accord avec toi pour je te donne un Vas-y. exemple. Si on en regarde au niveau, quand on vient pour qu'on produit un produit, fait que assurer par la transformation numérique, automatiser la qualité de notre produit avec des caméras, quoi que ce soit, de quoi de bien simple, mais caméra, on analyse la qualité de notre produit avant de le livrer à notre client. Ben, qu'est-ce que ça amène? Diminution du besoin des ressources parce que la reprise au niveau de tes ressources humaines, faut que tu reprennes ton produit, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as des ressources naturelles qui vont moins être utilisées parce que des fois tu répares ou tu vas rejeter. Tu as moins d'insatisfaction au niveau des clients. Fait que tu as des avantages épouvantables à être capable de numériser ça là, puis d'automatiser ça. Là. Mais donc, est-ce qu'il y a un désavantage? Le désavantage, c'est, je donne un autre, un running gag, je donne une idée, je viens de le vivre. J'ai un de mes clients, je ne nommerai pas c'est qui les clients parce que je suis très confidentiel au niveau de mes clients. On parle de 12 machines qui marchent à temps plein pour réaliser un certain produit. Il y a une panne d'électricité, ben les machines n'en repartent plus. Fait que tout le monde s'en va une journée complète en vacances à la maison. Ça a un impact majeur au niveau sécurité et indépendance au niveau de l'automatisation de tout ce qui est la numérisation. C'est de quoi qui est majeur. C'est très important. C'est le downside, mais on est capable de gérer. Faut vraiment penser à la maintenance de notre numérisation, d'avoir l'équipe à l'interne, d'être indépendant. C'est le fun d'avoir des bons partenaires, il faut avoir des bons partenaires de développement, mais les partenaires, faut pas que tu sois obligé de les appeler quand tu as une panne de courant. C'est Claire. pas correct. C'est le downside. Je dis, il y a un avantage. Le downside, c'est les impacts, les risques et les peurs des personnes qu'il faut essayer d'éviter le plus possible. C'est un super bon exemple, Gervais, que tu mentionnes parce que l'indépendance d'une entreprise par rapport sur sa chaîne de montage, puis dans le fond, ce qu'on appelle la redondance aussi, là, d'être capable Oui. d'avoir
Oui. plusieurs systèmes qui évitent un downtime. On le vit beaucoup en informatique, ce qu'on appelle le cloud computing qui vient avoir nos backups, mais on n'y pense pas toujours sur les chaînes de montage. Puis ça devrait être la base, là, comme d'avoir des génératrices en arrière. On y pense, mais seulement quand le problème arrive en disant comme, ah oui, tu te fais avoir une fois, mais des fois, cette fois-là, elle te coûte très cher. De ton expérience, tu l'as vécu, ça fait 20 ans que tu es dans le secteur. Parle-moi donc de quel est le projet le plus transformateur que tu as vu pour une entreprise sans nécessairement la nommer? Qu'est-ce que tu as dit, wow, là, OK, ça a été un 180 degrés pour l'entreprise. J'en revenais pas. Je vais expliquer, je nommerai pas l'entreprise, mais je vais expliquer ce que j'ai vécu. La première Audi 4.0 que j'ai fait. L'entreprise avait un système vraiment, c'était magnifique. C'est un système de fichiers avec des trombones. Trombones de couleurs différentes. Chaque trombone identifiait une étape sur la production. Vraiment, vraiment bien. Là, ils vont se reconnaître. J'ai adoré ça. Dans l'Audi, j'ai tout analysé le processus en entier. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je leur ai conseillé de garder ce même type de processus. C'était vraiment intéressant. Puis par hasard, il y a quelques mois, je m'en vais faire une conférence. Je rencontre le directeur de l'entreprise. Il dit, tu viens de me voir tantôt. Il dit, après ta conférence, j'ai de quoi te montrer. Je suis allé dans l'entreprise. Il m'a montré l'évolution. Comme j'ai dit, il a regardé mon Audi, qu'est-ce que j'avais proposé. Il n'a pas tout appliqué, juste les bonnes choses, les bonnes stratégies. Ils sont plus en connaissance de qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur de l'entreprise que moi je le suis. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a fait un dashboard pour montrer l'état de la production, puis il avait gardé le signe sur l'écran tactile des trombones avec les couleurs. Ça a été une vraie transformation numérique, là. Oui, une vraie transformation. Ils l'ont transformé. Il y avait l'écran tactile qui montrait les processus, mais il avait tout amélioré la chaîne de production au complet pour se rendre jusqu'à la fin. Moi, j'étais fier. J'étais content de moi, mais j'étais fier de l'entreprise. J'ai dit, j'ai pas fait ça pour rien non plus. Puis je trouvais ça intéressant. Génial. Ben, écoute, c'est un bon exemple, ultimement. Don't fix something that ain't broken. Je suis content avec mes trombones, mais clairement, ça a un potentiel d'erreur énorme. C'est très dépendant de l'humain. Puis, ça va pas survivre à la prochaine génération qui est habituée de travailler avec des iPads et ses ordinateurs. Donc, c'était un vrai exemple de prendre le taureau par les cornes. Je vais faire évoluer mon système, puis vraiment adopter de nouvelles technologies. Je serais curieux de t'entendre ultimement parce que comment je pourrais dire, on a des fois tendance à penser qu'on est seul comme entrepreneur à vivre un problème. Je te donne un exemple. Moi, de mon côté, il fallait que chez Biogénique, j'aille chercher des bioinformaticiens, puis il y en avait très, très peu sur le marché. Puis, notre logiciel d'analyse il n'y avait pas de solution homemade. Donc, on se disait, bon, mais fuck, je suis une compagnie génétique, puis finalement, il faut que je bâtisse mon système moi-même à l'interne. Alors que pour me rendre compte, finalement, 6 mois plus tard, que si j'avais fait une meilleure recherche, il y en avait des solutions. Il y en avait des logiciels en Suisse, en Australie qui avaient été bâtis. Puis, il fallait juste que je déroge un petit peu de mes processus, mais j'aurais pu en profiter. À quel point est-ce qu'une transformation numérique passe des fois par l'implantation de solutions déjà existantes? D'aller chercher un CRM, un Client Relationship Manager, un ERP comme à la SAP, c'est où que c'est carrément de dire, non, une vraie transformation numérique, c'est le faire tout homemade. Ben, je vais commencer par mentionner toujours la base, c'est le plan stratégique. Le plan stratégique de l'entreprise va dire où t'aligner. Qu'est-ce que je conseille aux entreprises? C'est, premièrement, c'est de trouver quelqu'un à l'interne qui va être capable de supporter de l'affaire à la transformation numérique. Et cette personne-là, comme toi tu l'as mentionné, faire une veille technologique. Premièrement, t'informes, c'est quoi mes processus, tu les connais. Alors, regarde sur le marché, existe-tu quelque chose? Fouille partout, là, tu sais, utilise ChatGPT, utilise Google, va chercher. Il y a peut-être du monde qui vont te mentir, il y a peut-être des choses que tu vas trouver qui seront pas, mais tu vas avoir une bonne moyenne. Après ça, les partenaires. Tu trouves tes bons partenaires, pas juste un. T'appelles pas le premier puis tu dis, c'est ça que je vais faire. T'appelles différents partenaires pour t'aider. Va chercher des soumissions, là.
chercher des soumissions, ouais, va te chercher des soumissions, mais de l'aide, juste des conseils, parce que je peux te dire, j'ai vu des histoires d'horreur, puis j'ai vu des belles choses. Première chose, pas à pas. Fais pas d'all-in. Dans la vie, si tu fais un all-in puis tu perds tout, t'es pas capable de t'en revenir. Pas à pas. Petit pas. Dans ton entreprise, j'ai vu des histoires d'horreur quand je veux dire, il y en a qui ont intégré des IRP, je ne nommerai pas les entreprises, ça a été l'erreur totale. Il y en a qui ont des IRP à l'intérieur des entreprises, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle fait. Il y a des modules que tu peux rajouter, il faut que tu appelles celui-là qui va te fournir ton IRP, puis tu peux développer ton propre IRP. Chez Solutions Novica, on a la capacité interne de développer notre propre IRP. Mais si tu développes ton propre IRP, il faut que tu aies les capacités internes de soutenir ton IRP. Quand il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a besoin d'une nouvelle fonctionnalité, à l'interne, là. Tu peux pas juste te le faire développer, puis après ça dire OK, il est bon pour 15 ans sans que tu y touches. Là. À l'externe, même si tu as quelqu'un qui t'installe un IRP, là, tu viens de te mettre dans le pied dans un engrenage. Ça veut dire que tu deviens dépendant de ce IRP-là pour quelques années. Il faut que tu aies quelqu'un à l'interne qui soit capable de faire des petites modifications très, très mineures, ou il faut que tu aies un très, très bon lien avec ton fournisseur de IRP. Tous les logiciels que tu parlais, IRP ou les autres, c'est toute la même chose. C'est une question, tout le temps une question de partenaire, de confiance et d'indépendance au niveau du partenaire. Il faut que tu aies une confiance pour le développement, mais au niveau de ta maintenance, tu peux pas te fier à ton partenaire de venir à repartir ta ligne de production, comme on disait tantôt, là, pendant qu'elle lâche une journée. Fait que il y a des choses qui existent, il y a des choses qui peuvent intégrer des bouts, puis il y a des choses que tu peux développer à l'interne. C'est un mix de tout ça, mais il faut le planifier comme il faut. Pour conclure notre épisode, en fait, j'aimerais ça vous emmener sur un sujet plus le développement durable. Tu sais, la saine gestion des entreprises, on le sent, on l'entend, l'utilisation des serveurs, des fermes de serveurs à travers le monde, on est inquiet pour le réchauffement climatique. Est-ce qu'une transformation numérique automatiquement augmente l'empreinte écologique des entreprises ou la réduit, en fait? Ta question est très bonne. Au niveau des serveurs, au niveau du cloud, c'est sûr que ça a une empreinte écologique. Il faudrait évaluer tout ça. Comme l'électrification, ça a une empreinte écologique aussi. Mais tu vas avoir des entreprises. Moi, ce que je conseille aux entreprises, je vais aller plus au niveau de conseil, c'est d'être capable de récupérer. J'ai une bonne compagnie, j'ai un bon exemple pour toi. J'ai une compagnie je ne vais pas la nommer non plus, qui vont faire du tri de certaines choses, puis ils vont récupérer. Tu sais, économie durable, réintégrer dans ta ligne de production ton produit. Je ne sais pas à quel point on pourrait améliorer, mais quand une entreprise fournit un produit, d'être capable d'aller récupérer ce produit-là, puis de le ramener, ben tu vas peut-être bien combler l'empreinte écologique, l'empreinte au niveau de l'environnement que tu as créé parce que tu as automatisé. Fait que c'est peut-être de jouer à ce niveau-là. Il y a là un angle. Puis j'ai une partie de réponse également parce qu'en faisant ma recherche, j'ai remarqué que dans le domaine alimentaire et le domaine du transport, la transformation numérique, en fait, réduirait de 60% l'empreinte écologique parce que l'optimisation des routes, entre autres, et la réduction du gaspillage, comme tu le mentionnes, réduit de 60% l'empreinte écologique. Oui, tu augmentes ton empreinte écologique sur les serveurs, mais sur ton produit et sur ta proposition de valeur initiale, qui était par exemple l'essence ou le transport carrément, ben là, tu viens vraiment réduire. Et donc, au net, c'est une réduction de 60% dans ces secteurs-là. Je n'ai pas la santé, le commerce du détail, je n'ai pas les chiffres, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des similitudes, très clairement. Ça va permettre des tâches répétitives, n'importe quoi, de mettre à valeur ajoutée le travail de tes employés qui vont faire du travail qui vont être plus à valeur ajoutée, mieux pour l'entreprise. Puis pour ton empreinte, je te donne un bon exemple que j'ai eu. Tu sais, j'avais appris par un client de m'amener que je pense que dans les vannes qu'on voit passer, là, le transport, ben la plupart du temps, les camions sont même pas remplis au complet. Puis des fois, choisir le meilleur chemin pour diminuer l'empreinte au niveau de l'essence, optimiser ce qu'il y a dans la vanne en arrière, parce que c'est vide, avoir simplement un capteur 3D en arrière qui voit ton camion, il est-tu plein, il est-tu vide, c'est-tu le temps de l'envoyer? C'est toutes des idées comme ça qui peuvent être développées puis qui peuvent aider. Je m'en voudrais de vous laisser partir, messieurs, sans vous poser la question sur
l'impact de l'intelligence artificielle. C'est le mot de l'heure, on entend parler. Est-ce que une bonne transformation numérique passe automatiquement par l'utilisation de l'IA dans les entreprises? J'aime ta question. J'aime ta question. Puis, premièrement, l'IA, c'est vaste. Il y a beaucoup de types d'IA. Okay? Il y a des IA très, très simples, il y en a des très compliqués. Il y a des l'IA dont tout le monde parle de ce temps-ci, c'est le deep learning, qui est l'apprentissage avec les données, je pourrais faire, mais j'irai pas dans ces détails-là. Mais l'intelligence artificielle, ce qu'il faut faire attention, te permet d'atteindre plus rapidement un niveau d'efficacité. Je dirais un 80, tu sais, dans l'ordre, 60% d'intelligence artificielle, tu peux l'atteindre. 70%, tu commences à avoir besoin d'aide. 80%, tu as besoin de spécialistes. On parle de bacs, enfin, 90%, ça coûte cher. Mais tu as eu un gain d'augmentation de ta productivité, tout ça. Penser que tu vas atteindre 100%, comme pour la détection d'une erreur, c'est faux. En intelligence artificielle, le 10% va te coûter très, très cher. Puis, tu peux appliquer ton intelligence artificielle dans différents domaines. Moi, je l'utilise beaucoup, ChatGPT. Je vais te donner un exemple très, très concret à l'instant. Hier, je me posais la question, c'est quoi le genre de question que toi, tu vas me poser aujourd'hui? Fait que j'ai demandé à mon ami ChatGPT d'analyser le genre d'interview que tu faisais, puis je lui ai demandé de me faire une simulation pour me préparer à mon interview aujourd'hui. Il le fait, puis ça a bien été. C'est genre d'aide. On parle de production. Je suis curieux de voir ce que ChatGPT pense de moi. Il est pas allé à ce point-là, là, mais fait que c'est des petites choses comme ça. Moi, ça va m'aider pour la rédaction. Fait que je peux plus me concentrer au niveau de l'innovation. Dans les entreprises, ça permet d'améliorer la qualité de ton produit avec tu sais, un système d'analyse de qualité. Tu peux avoir beaucoup de choses. J'ai vu des cas où c'est que tu essaies de trouver un processus, qu'est-ce qui se passe, mais tu n'es pas capable de trouver le bon algorithme. Tu n'es pas capable de trouver. Tu envoies le data dans un, entre guillemets, un réseau neurone, dans ton intelligence artificielle. Il y a comme un petit peu de magie. Puis il finit par trouver la bonne solution. Je vais donner très rapidement, l'intelligence artificielle, c'est une simulation de l'être humain. Je donne un exemple. Un bébé qui apprend à marcher. La première fois, il tombe à terre. Il s'aperçoit que ça n'a pas fonctionné. Il réajuste son cerveau pour dire, t'as fait une erreur, t'es tombé, réajuste-toi. La prochaine fois, tu vas marcher. Puis plus ça va aller, plus tu vas avoir des données, plus tu vas l'éduquer, plus il va être performant. Mais est-ce qu'il va atteindre un 100%? De manière, il va avoir une roche, une craque dans, puis il va tomber. Fait que l'intelligence artificielle, c'est les données, l'apprentissage, puis ça peut être utilisé dans toutes les entreprises. Il y a tout le temps quelque chose qui peut utiliser, qu'on peut améliorer avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est très, très vaste. Très, très intéressant. Puis, donc, je me mets à la place d'un entrepreneur qui aimerait ça, utiliser les ressources des réseaux des CCTT. Étape numéro 1, d'aller voir le site web, en fait, qui est réseaucctt.ca. Il y a / mon succès numérique qu'on peut aller voir. Mais Samuel, je pense que il y a des subventions qui existent, ça dépend du moment de l'année, ça dépend des enveloppes, mais somme toute, en fait, l'étape numéro 1, c'est de contacter le réseau et d'avoir un maillage avec le bon centre selon les problématiques qu'on vit. Et effectivement, on a des équipes là, qui sont là puis qui couvrent la totalité du territoire. Donc, c'est juste aller sur notre site web, vous allez voir votre point de contact, puis on connaît la totalité des 59 centres. Donc, pour nous, ça devient être important on discute avec l'entreprise, on analyse grosso modo les points chauds ou les points d'intervention qui sont nécessaires, puis ensuite on les dirige vers le meilleur CCTT pour trouver un fit, puis après ça, être capable de trouver un partenaire qui va les amener plus loin. Là. Donc, c'est vraiment notre travail de maillage que nous, on fait au réseau des CCTT. Ben, c'est fort intéressant. Puis, en fait, donc, Gervais Constant de groupe Novica. Merci beaucoup. Samuel Gervais, qui est au réseau des CCTT, siège social, devrais-je dire. Merci énormément d'être venu au Dérangeant, de nous avoir partagé ça. Puis, en fait, on va faire un suivi également. On va aller demander aux auditeurs, ceux qui ont utilisé les services, et on pourra se reparler au courant de la saison pour avoir des success stories et d'autres business cases à partager avec les auditeurs. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre. En fait, on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google, Spotify. Allez voir sur le site web www.lesderangeants.ca. On a également, en fait, une page pour le réseau des CCTT si jamais vous voulez
vous rappeler également du lien de l'hyperlien. On va mettre quelques ressources PDF aussi sur la section membres qu'on pourra télécharger pour avoir plus d'informations sur mon succès numérique. Et n'hésitez pas à nous écrire encore une fois. C'était Étienne Crevier qui vous remercie et qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!